Ce balado est une présentation de Démocratique. C'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez de modules avancés de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org, démocratique avec un K, démocratique.org. Nous sommes engagés publics. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, c'est François Larouche au micro. Cette semaine, on commence à explorer une nouvelle avenue des engagés publics. On vous en a parlé plusieurs mois. On veut se lancer dans les détails, les tactiques de l'organisation politique. C'est bien beau chialer, c'est bien beau commenter, mais on l'a toujours dit, il faut mettre la main à la pâte, il faut vraiment prendre ses responsabilités puis s'activer pour changer les choses. Puis ça passe essentiellement par l'action politique. Bon, on va commencer à regarder ensemble comment ça se fait de l'action politique. Le mot existe, on peut dire le mot, mais dans la vraie vie, comment ça se fait au jour le jour. On va l'explorer ensemble à travers les prochains mois. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes vous-même un organisateur politique, si vous souhaitez participer au partage de ce qu'est l'expérience et de ce qu'est l'organisation politique, écrivez-nous à info@engagépublic.com. Encore une fois, info@engagépublic.com. Et on commence cette semaine, donc, cette nouvelle ère des engagés avec une première entrevue avec l'ancien organisateur politique aux États-Unis, Rémi Franqueur. Son nom le dit, c'est un franco-américain au passage et au passé fascinant. Donc on va étudier, on va aller voir qu'est-ce qu'il a fait aux États-Unis et qu'est-ce qu'il a amené ici au Québec, à Montréal. Alors voici Rémi Franqueur. Bonjour Rémi Franqueur. Bonjour, François Larouche. J'ai une impression de déjà vu. C'est exactement ça. Bienvenue aux Engagés publics. Bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Rémi, tu es le premier organisateur qu'on rencontre. Est-ce que toi, te considères comme un organisateur? Oui, organisateur, stratège. Oui? Oui. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi être stratège et organisateur? En anglais, on dit loaded question. On commence avec ça. Non, c'est d'être capable de voir toute la grande image, faire l'analyse, on va dire, du marché ou de la scène politique qui évolue. Puis aussi, à la base, c'est organisé avec tes différents groupes. Tout dépend de quelle partie dans laquelle tu te retrouves. Voilà. Puis toi, tu t'es retrouvé où dans ton passé? Si je te demandais de me faire ton elevator pitch en 30 secondes, ça serait quoi ton... L'habitude de mon elevator pitch, je mentionne pas que j'ai commencé dans le Parti républicain. Ce qui est toujours intéressant de savoir. Oui. Ben, j'ai commencé très jeune. Je viens d'une famille pas politisée du tout. Mm-hmm. Une famille qui a déménagé aux États-Unis dans les 1960. Mm-hmm. Mon père était le dernier en 1971. Mais toi, tu es né là-bas. Tu es né aux États-Unis. États-Unis. Oui, né, grandi au New Hampshire, l'État de New Hampshire. Mm-hmm. Moi, comme j'ai dit, j'ai commencé dans le Parti républicain. Mm-hmm. Parce que, comme les Franco-ontariens, les Franco-américains étaient plus conservateurs, plus religieux, catholiques, dans les vieilles manières. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé avec les valeurs plus sociales, conservateurs, quand j'étais plus jeune, comme bénévolat à 14-15 ans. OK. Puis, j'ai passé peut-être 8 à 10 ans. Quelques années après, j'ai eu mon bac jusqu'à quelques années après, jusqu'au temps que j'ai fait le switch au Parti démocrate. Puis qu'est-ce qui t'a amené à switcher? C'est devenu de plus en plus difficile
dans les débats, dans les discussions avec des amis, quand on parlait des différences ou défendre les idées, même en 2004, je me souviens, la guerre d'Irak, Iraq War. Mhm. Puis je trouvais ça louche. Mais ça a devenu vraiment plutôt... le grand déclencheur, c'était les enjeux sociaux. Mhm. Puis, on va dire, les droits de tout le monde, des droits civils, les droits les minorités, LGBTQ. Mhm. On dirait, dans les dernières années, le Parti républicain, finalement, commence à reconnaître, tout dépend ce qu'on parle, de quelle région. Puis, en même temps, je viens d'une famille de classe ouvrière, working class, vraiment col bleu. Puis, de plus en plus, je me demandais qu'est-ce que je faisais dans le Parti républicain, qui fait pas beaucoup pour, on va dire, soit les pauvres ou aider les gens de sortir de la pauvreté, de casser le cycle. OK. Puis en tant quelle année, donc, ce switch-là se fait, tu parles de 2004, avant Obama ou un peu, 2004 en 2008? Non? Entre 2006 et 2008. OK. Ouais. Puis as-tu commencé à t'impliquer dans ces années-là? Tu t'es impliqué un peu avec les républicains quand même, c'est ça? Oui, avant ça, ouais. Puis c'était-tu différent? C'était bien plus... Les républicains étaient en tort dans tout qui était lié avec la technologie. OK. Le terrain, le ground game, qu'est-ce qu'on dit en anglais. Comme tu étudies, c'était vraiment les démocrates qui ont pris l'avance. Même les années de Howard Dean, c'était vraiment une mobilisation du terrain, puis identifier les gens qui étaient pour les appuyer ou qui étaient des électeurs potentiels. Qui est la base de l'organisation politique. Oui, exactement. OK. Oui, quand j'ai fait le switch, ça a été une grande différence. Tu t'es aperçu que c'était plus organisé du côté démocrate? Plus organisé, c'était vraiment bien plus dans les mêmes années que les républicains, on dirait qu'ils... les démocrates, ils élargissaient de plus en plus la grande tente. Ouais. Puis en anglais, on dit que c'est un grand parapluie avec des différents groupes ou factions dans le parti. Ouais. Puis les républicains, ils diminuaient le base. Puis ils solidifiaient le base, mais ils faisaient rien pour l'élargir. OK. C'était durant les années, vraiment, les années d'Obama, entre 2008 et 2016, qu'on a vu les plus grandes différences. Qu'est-ce que tu as fait dans ces années-là, quand tu es passé du côté démocrate, comme rôle et responsabilité? J'ai travaillé sur la campagne de Hillary et Obama, mais aussi 2008, j'ai passé quelques mois où on était quelques-uns qu'on a fondé un site web qui s'appelait who'syourcandidate.com. Rémi a un beau sourire là, sur le visage. Je sais pas ce que tu t'en vas avec ça. Là. Pourquoi ça te fait rire? Non, parce qu'on s'était pas parlé de ça la dernière fois. OK. Puis, on était quelques-uns des deux côtés, des deux partis, parce que, c'est ça, il y a deux partis. Puis, on a réussi à avoir des entrevues ou quelques questions avec quasiment tous les candidats. Puis, on avait tous sur le site des biographies. C'était vraiment comme un one-stop shop. C'était un Tinder pour trouver ton candidat là, qui fitait avec toi. Il n'y avait pas de swiping dans le temps-là. C'était avant les applications. C'est quoi? J'allais sur le site, puis ça m'identifiait le candidat qui me représentait le plus. 2008, c'était... Oui, mais où tu allais voir, c'était plutôt aller magasiner. Ouais. Parce que c'était... Il y avait beaucoup de candidats sur les deux côtés. OK. Il n'y avait pas de... c'est quoi le mot en français pour incumbent? Il n'y avait pas de président qui se représentait ou un vice-président qui se présentait pour président. Donc, c'était complètement ouvert sur les deux côtés. Puis on avait décidé de créer un site web avant que j'ai commencé à... J'ai rentré dans l'Arona après. Ça t'a amené des opportunités ou ça t'a fait connaître?
Oui, mais c'était plutôt des connexions que j'avais déjà qui m'a aidé, ou nous a aidé à vraiment avoir accès à quasiment tous les candidats. OK. On avait au moins quelques questions. On se faisait donner des postes de médias. Quand même. Oui, c'était au New Hampshire, mais en parlant de New Hampshire, si tu connais quelques personnes Ouais. où tu veux aller voir ou rencontrer des candidats en personne, ça se fait tellement facile. OK. Puis tu disais que tu as travaillé donc pour Clinton, pour Obama. Ouais. À quelle fonction ou c'est quoi les défis que tu avais? C'était terrain, puis sortir le vote. Okay. Oui, c'est parce que c'était mes premières campagnes du côté démocrate. OK. Ouais. Puis ils t'ont quand même donné des responsabilités. Comment ça s'est passé? Je veux dire, est-ce qu'ils... Tu sais, normalement, au Québec, on t'aurait pointé de téléphone puis on t'aurait dit « fais ça ». Comment t'es arrivé à avoir des responsabilités par la suite? Ben, ils me connaissaient déjà. Quand même, New Hampshire, un État de 1,1 million, c'est quand même petit. Puis surtout dans la politique, c'était même plus petit. Tout le monde connaît tout le monde, qui ont déjà été directeurs des campagnes, connaissaient de l'autre côté. Ils savaient que j'étais capable de faire ou que les campagnes que j'avais gagnées avant de ça, pour qui j'avais travaillé. Puis c'est pour ça que j'avais pas rentré au niveau complément de terrain comme les postes typiques quand on sort d'université. Puis qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce que tu as vu au Canada, au Québec, puis ce que tu faisais à cette époque-là? Est-ce que c'est de l'organisation, du terrain, puis de la sortie de vote qui est similaire, ou est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Ben, il y a des similarités, mais ça a pris du temps. Ouais. Parce que, comme on sait, les premières campagnes qu'on a vues, ou ce qu'on a vu ça, c'était avec, de ma connaissance, c'était PKP puis Trudeau. Ouais. Vraiment comme le pointage, l'identification, on va dire les bases de données modernes. C'est sûr, on peut parler de qu'est-ce qui se passait fait 10 ans ou quelques décennies, mais je pense que c'est au Canada en général et au Québec, c'est juste à les dernières, ça fait 6 ans, mais ils ont engagé les mêmes, des gens qui venaient des États-Unis, je crois au PQ et au Parti libéral, au fédéral. Mais je pense, comment dire, ça prend un bout de temps pour... c'est des grands partis, puis ça prend un bout de temps pour essayer d'adoucir, to right a big ship, un paquebot. Puis c'est des grandes organisations, beaucoup de militants qui sont habitués à faire des choses d'une certaine manière. Ouais. Aux États-Unis, la campagne où ce qu'on trouvait tout nouveau, c'était la campagne d'Obama 2008. Puis après ça, ils ont continué ça en 2012. Mais oui, ici, c'était vraiment toujours basé sur le terrain. Je pense une chose qu'on parle pas beaucoup, c'est il y a bien plus de terrain. C'est quoi, le deuxième plus grand au monde? Le Canada? Oui. Puis, ben... Il n'y a pas grand monde, par Non. Comme 1/8 de la population des États-Unis. Ben, ça fait une grande différence. Parce que pot à pot puis pointage, c'est pas si facile qu'aux États-Unis. Non. Mais en parlant de où j'ai commencé, aux démocrates, c'est sûr, des fois, avec des grands changements, on prend un pas ou deux pas derrière parce que on change d'équipe, puis change de réseau aussi. Ouais. Puis faut qu'on travaille fort pour faire la preuve, montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Puis c'est ce que tu as dû faire? Oui. En faisant quoi? Un petit peu c'est comme mon déménagement nord de la frontière. T'es reparti quasiment avec zéro, hein? Ben, quelque part. Oui. Mais c'est intéressant, ça. Passons-y, tu sais, je voulais quand même passer un segment sur ta vie personnelle, tu sais. Donc, t'es né aux États-Unis, tu t'impliques, tu fais de la politique, tu travailles en politique, majoritairement, c'est pas mal les emplois que tu avais. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a amené
à venir au Québec, puis essentiellement, t'es un immigrant au Québec, puis malgré tes racines. Moi, je viens de 4 heures d'ici. Si on n'a pas de trafic, mais c'est pas si loin. Comme quoi, c'est une frontière, ça fait une différence dans la vie des gens. Ouais. Puis, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut? Ben, j'ai toujours voulu avoir un pied à terre au Québec. Un endroit... nous, quand on parlait de... Mon père, mes oncles, nos voisins, ils parlaient du Canada. Quand ils parlaient du Canada, pour eux, c'était le Canada français. T'étais pas vraiment connaissant. Ils savaient que ça existait, les autres parties du Canada, mais t'étais pas si connaissant de qu'est-ce qu'on appelle le ROC, le reste du Canada, Rest of Canada. Ouais. Puis, pour moi, j'avais déménagé juste à dehors Providence, Rhode Island. Après ça, Boston. Puis, le grand déclencheur, la chose, c'est quand j'ai redéménagé, où j'ai revenu à ma ville natale, Manchester, New Hampshire. C'était vraiment l'exception quand je pouvais trouver où je croisais quelqu'un qui parlait français. Peu importe si c'était un ami de la famille, mais en grandissant, c'était vraiment la norme. Tu veux dire, la banque, les gens parlaient français. Oui, on se faisait servir majoritairement en français. C'est notre côté de la rivière. Puis on parle de quelle année, là? Hein? On parle de quelle année? Ben, moi, c'est les 80, début 90. Ah ouais, OK. Puis moi, j'ai vu moi, je dirais la fin de la fin. En anglais, c'est comme ça se dit pas en français, mais tail of the tail end. Fait que c'est tout récent qu'il y a une disparition du français au New Hampshire. C'est graduel, mais moi, j'ai vu les derniers temps. Mais en même temps, c'est triste, mais je me sens privilégié d'avoir même vécu ça. OK. Puis, fait que c'est ça qui t'a amené, ça a commencé ta réflexion pour déménager? Oui, mais c'était comme... J'avais un sentiment comme avoir le mal du pays dans ma propre ville natale. Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, mais c'était clair que je voulais faire, mais en même temps, c'était un gros sacrifice. Parce que côté personnel ou social et côté professionnel, j'étais pour quitter mon réseau d'amis, mon réseau professionnel que j'avais fait ou créé, bâti pendant 10 ans, ou plus. Puis donc j'ai décidé à commencer à venir à Montréal parce que Montréal, métropole, beaucoup d'opportunités. Vivre en français. Là, c'est une monnaie symbolique. J'ai trouvé un appartement juste à côté de la boulevard Saint-Laurent. Puis c'est comme... pour longtemps, c'était la division entre les anglophones et francophones. Oui, exactement. Où se trouve, on va dire, on me coupe. C'est vrai que c'est symbolique. Ouais. Oui. Oui, c'était vraiment ça, parce que je me sentais, même si j'ai quasiment pas de famille, plus de famille au Québec, au Canada, je me sens toujours vraiment chez moi, ici. J'ai un oncle qui habite toujours dans la Haute-Mauricie. Ma famille vient de grand-mère, la petite ville de grand-mère, à côté de Shawinigan. OK. Mais pourquoi t'es revenu au juste tu avais le mal du pays, comme t'expliquais, mais manquais-tu d'opportunités là-bas? Est-ce que tu te sentais plus vraiment américain puis tu te sentais déconnecté, que tu quittais tes racines? Ou... J'avais de la misère. C'était devenu l'exception d'échanger avec des gens, même pas à tous les jours, mais des fois en français, puis ça n'arrivait pas. C'était même pas juste la langue, mais la culture, les traditions, comment qu'on fête. C'était pas de manger le repas, souper, on passe juste une journée à se préparer le plus grand repas de l'année aux États-Unis, de Thanksgiving, puis là, ça prend 45 minutes à manger ça, puis on part de... Il y a quand même des bonnes différences de culture. Ouais. Puis ça me manquait. Je pense que je généralise, là, mais les gens sont vraiment plus chaleureux à Montréal que mais Boston me manque, qui est New York aussi, mais les gens sont plus chaleureux à Montréal. Puis comment tu trouves Montréal?
Est-ce que tu t'es déçu de l'état du français ici ou t'es-tu satisfait? Moi, j'adore. Comment t'arrives dans cette réalité montréalaise maintenant? Je pense que moi, j'ai un autre regard que je pense souvent on entend des opinions, des points de vue polarisants, surtout dans les médias, des certaines voix qu'on entend souvent ou toujours. Oui. Mais c'est vrai, OK. Moi, il y a des enjeux où les gens... C'est vrai, j'ai pas vécu les grandes années où c'était vraiment... il y avait beaucoup de friction, où c'était bien plus controversé. D'ailleurs, y en avait-tu au New Hampshire, des frictions anglais-français? Non, c'était déjà dépassé. OK. Il y a des petites choses que je vois, comme le plateau. On voit bien plus d'anglais comme où j'habite, ouest de la rue Saint-Denis. Ouais. Puis, il n'y a rien... Moi, évidemment, j'ai rien contre la langue anglaise ou les gens qui ça serait bien le bout. Mais oui, vraiment. J'aurais un conflit interne. Mais je pense que c'est lié à la gentrification ou à la bourgeoisie du quartier. OK. Puis, moi, je pense que c'est une manière vraiment controversée de dire ça, mais je pense les gens, pendant des décennies ici, ont défendu, puis ils ont défendu et protégé la langue française et la culture. Mais moi, je trouve on devrait juste vraiment l'assumer, s'assumer, et vraiment... La promouvoir. Oui, la promouvoir est bien plus... Parce que c'est une belle langue. Oui, les autres langues ils ont le beauté aussi, mais la langue française, quand on entend ça, OK, la langue anglaise, c'est la langue plutôt peut-être efficace. De l'économie. Bon, ça veut dire ça, mais oui, OK. Souvent... langue internationale. Oui, mais quand même, la langue française, c'est l'autre langue des Nations Unies, ou pour longtemps, la diplomatie, toujours. Puis c'est aussi la langue d'amour. Les Anglais, les gens qui parlent anglais disent ça. Mais oui, c'est une belle langue. C'est pas des folkloriques, c'est juste une belle langue. Je trouve, on veut pas rien contre le Nouveau-Brunswick, mais on voudrait pas voir Montréal devenir... Le nouveau Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick 2. Oui, parce que le Nouveau-Brunswick, c'est le Nouveau-Brunswick. Puis, Montréal, la métropole, la deuxième plus grande métropole francophone au monde. Carrément. Ouais. Puis, à part le français, comment, vu que tu as fait de la politique, j'embarque sur le terrain, mais c'est quoi les valeurs ou les enjeux que tu as défendus à travers tes implications? Mes dernières années aux États-Unis... les affaires fallait qu'on se batte pour défendre, c'était des choses qui existent ici, puis les gens comme la santé prennent quasiment pour acquis ici. Comme la santé universelle ici? Santé universelle. Tous les droits des femmes. Puis je dis pas qu'on l'a tout ici, mais on a bien plus. Il n'y a pas de congé maternité, il n'y a pas de congé. On ne parle même pas de congé paternité. On connaît toutes les coûts d'université aux États-Unis. C'est astronomique. Oui, c'est 10 fois ou plus qu'est-ce qu'on paye ici. Même si c'est un étudiant, on est un étudiant d'étranger au Québec. Il y en a plein d'autres. Parce que New Hampshire, c'est le contraire du Québec. C'est l'État, ou la province, l'État, qui partage une frontière qui est le plus différente du Québec. Parce que c'est l'État, aussi aux États-Unis, c'est plus conservateur. C'est l'État avant. C'est un des derniers États républicains dans le Nord-Est. Mm-hmm. Mais c'est mauve, puis mauve parce que c'est plutôt libertarien, mais pas agressif dans des manières. Puis, on se souvient on n'aime pas de payer des taxes. On se souvient du motto du New Hampshire, Live Free or Die. Live Free or Die. Ce qui donne pas beaucoup d'options. Non. Puis, il n'y a pas de...
y a pas, les gens disent toujours, il n'y a pas de sales tax puis income tax. Il y a pas de... Puis ici, c'est le contraire, mais on a beaucoup pour les services aussi. Il y a pas beaucoup du tout. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on appelle le safety net au New Hampshire. Il y a le minimum. Puis on va dire, l'aide sociale, le point où les conservateurs et les progressifs ils ont en commun, c'est d'aider les gens jusqu'au temps qu'ils sont capables de s'en sortir de leur situation de difficulté ou pauvreté. Puis il n'y a pas beaucoup d'aide au New Hampshire ou dans beaucoup d'États. Hein. Je pense qu'il y a 5 États où ils ont le congé maternité obligatoire. OK. Mais là, écoute, si c'est ça, c'est comme ça, ils sont plus responsables. J'imagine que les gens prennent en main plus leur vie puis ils sont bien plus heureux. Ben, Pas besoin de l'État pour gérer ma santé, pas besoin de l'État pour gérer mes petits problèmes. ben dans tous les indices, le Canada en général puis le Québec, c'est quand on parle quoi, l'indice d'être heureux. Du bonheur? Oui, je pense que c'est ça. Ben, c'est bien plus haut que les États-Unis. Puis je pense, tout durant les dernières années, les États-Unis, on voit les gens, puis oui, ça a un effet au Canada, au nord de la frontière, au Québec, sont bien plus polarisés, enragés. Ils se parlent pas à leurs voisins, si oui, ils disent plus, ils parlent plus d'être contre l'autre groupe, l'autre parti, des démographiques, que d'être pour quelque chose ou essayer d'aider la population en général. Puis la grande ironie, c'est une grande portion de on va dire, démographique, ou les électeurs qui votent républicains sont religieux, surtout dans le Midwest. Dans le Midwest et dans qu'est-ce qu'on appelle le Bible Belt, dans le sud des États-Unis. Mais c'est souvent ceux qui ne veulent pas payer. Ils disent OK, moi, je ne vais pas payer pour ceux qui prennent avantage du système santé. Bien, quand même, le pourcentage qui prend avantage du système santé, c'est pas beaucoup. Fait que tu trouves que c'est pas logique avec leurs valeurs? Non, du tout. C'est vraiment... C'est ironique. C'est la grande ironie. Mais dans le fond, trouves-tu qu'il y a un Québec Dream ou un Canadian Dream ici? Parce que tu as noté, tu as souligné les avantages sociaux, le filet social au Canada que tu n'as pas trouvé aux États-Unis. As-tu découvert le Canadian Dream? Mais quand on parle du rêve américain, c'est d'acheter une maison. À l'époque, c'était la Cadillac pendant des décennies. Même c'était mes oncles, c'est une des premières choses qu'ils ont acheté pour quand ils allaient visiter la famille à grand-mère. Mais c'est beaucoup du Canada qui se retrouvent dans ça. Vraiment, avoir une maison. Là, c'est devenu un condo. OK, des enfants, puis la famille typique. Mais ici, il y a plus... Il y a plus d'avantages. Il y a plus d'avantages sociaux. Il y a bien plus d'opportunités. Quand on parle de qu'est-ce qu'on voudrait étudier ou qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme carrière, si on est étudiant ou quand on parle des étudiants qui début les années d'université. Aux États-Unis, étudiant en sociologie, l'histoire, ça se fait pas vraiment. Puis, tu te dis, OK, comment tu vas gagner ta vie? Ici, tu peux gagner ta vie d'être prof, puis surtout à Montréal, puis le coût de la vie, okay, on parle pas de Toronto ou Vancouver, c'est bien. Le coût de la vie de la plupart du Canada et au Québec, c'est bien moins de la part des États-Unis. Puis, il y a bien plus d'opportunités ouvertes à nous ici à considérer comme, on va dire, carrière de cette manière-là. Ouais. Fait que quand t'as fait la transition, donc c'est ça, tu t'en viens ici, tu vois maintenant ce qui se passe aux États-Unis de l'autre côté de la frontière. Comment tu vois ce qui se passe en ce moment avec les 22
candidat démocrate et la Ouais. présidence de Trump. As-tu une relation de distance? Puis est-ce que tu te sens toujours attaché là-dedans? Puis c'est quoi ton opinion politique sur la chose? Ouais, c'est un petit peu de distance, mais j'ai toujours des amis qui travaillent là, puis ça m'attire toujours. À tous les 2 ans. On peut pas sortir le gars de la politique. Oui, hein, oui, c'est ça. dans la vie. Je sais pas. On dirait, c'est peut-être un anglicisme, mais il y a comme j'ai l'envie à gratter qu'est-ce qui me pique. À 2016, début de 2016, c'était comme toute l'année, c'était comme regarder le déraillement de distance. Ouais. Parce que en décembre 2016, Trump était pas encore dans les top 4, 5, 6 candidats dans le Parti républicain. Puis là, de plus en plus, il y a eu plus d'attention dans les médias. Puis en tout cas, c'était un effet de boule de neige. Mhm. Mais je vois, c'est comme le gorille de 800 livres des États-Unis. Il y a toujours un effet au Canada, oui, avec les politiques, mais même qu'est-ce qui se passe en politique, on voit que ça devient quand même similaire avec quelqu'un comme Maxime Bernier, les conservateurs et Andrew Scheer, c'est pas autant, mais Mais tu sens une influence une Trumpiste. influence Trumpiste, mais c'est pas juste eux. Je dis pas que Andrew Scheer est comme Trump du tout. Mhm. C'est plutôt c'est deux côtés vraiment polarisés. Mhm. Puis là, comme on se prépare pour l'élection fédérale, Ouais. c'est vraiment, ça a devenu plutôt deux partis dans la part des provinces où c'est vraiment complément des côtés contraires. Des gens ne peuvent pas s'entendre ou prendre un café ou une bière ensemble en discutant de les affaires qui se passent à ce moment. Je pense qu'il y a un manque de respect puis discours civil qu'on avait avant. Puis je pense au Canada, aux États autant qu'au Canada. Sinon, je peux t'amener ailleurs. Ouais. Moi, j'aimerais ça revenir quand même pour... parce que ça fait déjà 40 minutes. C'est que ça passe vite. J'aimerais ça te ramener sur l'organisation politique. Donc, tu disais tantôt que ta définition de l'organisation politique, c'est essentiellement quelqu'un qui voit le big picture, qui s'occupe de la sortie de vote. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à faire l'organisation? Pourquoi je ne ferais pas juste être un électeur? Pourquoi je ferais un pas de plus à essayer de mobiliser du monde puis de mettre du temps là-dessus? Ben, c'est un signe vraiment excitant. C'est plein d'adrénaline qui valorise les talents se fait valoriser. Puis c'est pas juste... Il n'y a pas un cadre... on peut pas mettre les... Il y a beaucoup de côtés de... Il y a la mobilisation, il y a travailler le terrain, travailler avec les bénévolats, et il y a le message, il y a le pointage, et il y a aussi la grande... Je crois la grande différence qu'on voit aux États-Unis, on voit un petit peu au Canada, pas autant de point de vue au Québec. Mon point de vue au Québec, c'est vraiment les gens de la politique, les organisateurs, stratèges, c'est vraiment le point de vue, c'est de faire, OK, oui, faire une bonne job. Ouais. Vraiment une manière de dire ça, mais OK, mais oui, à aider ton équipe à se positionner, à gagner ou à ce moment de la campagne être en la meilleure position. Mais aussi on va dire, d'avoir une promotion. C'est vraiment work your way up. Il y a un genre, je pense, on s'est parlé de ça. Je me souviens jamais son prénom, mais je pense que c'est John Flynn ou quelque chose de Flynn. Okay. Avec la campagne Obama, sa première campagne en 2008. Ce gars-là, venait de finir son bac. Ouais. Il a commencé à gérer des bénévolats, mais aussi jouer avec le message, les communications. Puis Okay. on a vu qu'il avait un vrai talent avec les communications. Puis il est devenu un des principaux speechwriters Okay. pour Obama. Ils l'ont spoté puis ils l'ont fait monter vite.
Oui, c'était vraiment... ça fait valoriser. Ses talents ont été reconnus. Puis tu trouves que donc c'est un bon moyen de monter dans l'échelle sociale du milieu politique. Oui. Puis dans le milieu politique aux États-Unis, c'est vraiment... C'est-tu plus facile qu'ici? C'est plus gros qu'ici? C'est bien plus gros ici. Puis oui, comme la population, mais c'est... Même être, on va dire, mid-level, c'est quand même quelque chose. Parce que ça prend beaucoup de travail. Ben, juste gérer un État, ça peut être gros. Oui, tout dépend à quel État, mais... oui, mais il y a des États, faut dire, il y a des États qui votent toujours à un parti où on sait déjà que c'est quoi ça va être le résultat. Puis il y a d'autres États qui sont des swing states, avec beaucoup de délégués. Puis on va dire Ohio, on peut la nommer. Puis New Hampshire, mon État, c'est depuis 2000, c'est le swing state. Avant ça, c'était plutôt républicain. Ouais. Mais en même temps, on est chanceux au New Hampshire parce que c'est la première primaire, First in the Nation primary. Fait que dans le fond, tu trouves que c'est un bon moyen de monter dans l'échelle sociale politique. Fait qu'il y a... quand tu commences à faire de l'organisation, si je suis doc de campagne, j'ai à monter une organisation, c'est quoi les premières étapes pour me lancer dans l'organisation? Qu'est-ce que je fais pour monter un mouvement, moi? Tu as nommé tous les départements tantôt. C'est ben trop, je peux pas tout gérer ça. Hein. Mais, directeur campagne, l'habitude, tu as une grande expérience une fois que tu te rends là, ou tu as sorti de l'université puis tu as peut-être géré une campagne plutôt locale ou été directeur de communication parce que tu viens d'un bon parcours de communication. Mais moi je vais dire, la grande chose, c'est de savoir comment déléguer les responsabilités puis nommer, bâtir une équipe. Puis avec des gens, t'entourer, vraiment, on dit toujours un bon leader s'entoure toujours avec des gens qui connaissent plus les enjeux ou des experts qui connaissent plus les enjeux que eux. Puis c'est ça. Mais t'es trop vous, c'est facile à dire. Mais l'habitude, c'est des gens qui travaillent déjà soit pour le parti ou pour... c'est souvent des gens qui travaillent déjà pour les congressmen, congresswomen, sénateurs, sénatrices, gouverneurs, qui soit quittent l'administration pour laquelle ils travaillent, puis ils vont travailler pour la campagne d'une manière temporaire, ou c'est des gens qui travaillent souvent pour chaque, on va dire, cycle présidentiel tous les 2 ans, parce que c'est vraiment possible de faire une carrière de ça. Fait que si je comprends bien, il y a une industrie de ça aux États-Unis. Oui. Puis ça se dit jamais comme ça, mais oui. Fait puis recruter, monter une équipe aux États-Unis, c'est beaucoup plus... C'est un peu comme faire du recrutement professionnel d'employés ici, au lieu d'avoir à gérer des bénévoles qui ne sont pas payés. Je recrute des gens qui ne sont sans emploi, qui cherchent une avenue ou qui ont déjà des postes, puis je vais les recruter, puis... Mais si on va dire les vraies choses, la grande différence, c'est il y a bien plus d'argent disponible pour payer des gens dans la campagne, des salaires qui ne comprennent même pas des gens qui travaillent les campagnes ici. Puis il y a aussi les organisations, comme 501c3, ou les organisations qui font pas partie de la campagne, mais ils vont travailler dans l'intérêt de la campagne. Super PAC? Les Super PAC? Oui. Okay. Puis est-ce que toute l'équipe de campagne est payée? Genre jusqu'au téléphoniste ou... la plupart, non. Je fais semblant d'être l'idiot du village. Oui, exact. Pas toutes. Non, il y a beaucoup de gens qui sont retraités ou des étudiants. Des fois, il y a des étudiants qui soit bénévolents ou ils se font payer salaire minimum. Okay. Ça, c'est vraiment commun. Qui ont des responsabilités. Des fois. Faire du pointage, pote à pote, puis on va dire coordonner
gérer un événement ou aider à la préparation des... Parce qu'au New Hampshire, où je trouve beaucoup de mon expérience, il y a beaucoup des événements, en anglais des rallies, 500 personnes, 1000 personnes, 800 personnes. C'est beaucoup. Oui. Tu parlais tantôt de la sortie de vote. Peux-tu décrire un peu ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ça? C'est quoi les étapes d'une sortie de vote? C'est un petit fait en anglais. L'acronyme, c'est GOTV. Pour... Get out the vote. Puis l'étape, la première étape est plutôt déjà faite parce que il y a une élection à tous les 2 ans. Puis il y a les mi-mandats. Il y a les mi-mandats, il y a les présidentielles. Il y a déjà une grande liste de les électeurs. Déjà, on va dire, vraiment, sont déjà... sont déjà fournis? Non, aussi, par la partie, mais ils ont déjà une étiquette pour dire, OK... Ils sont déjà identifiés okay. Comme d'être, fort démocrate. Ou légèrement démocrate, ou la plupart du temps, ils votent à gauche ou à droite, ou touche pas ça, plutôt. C'est comme du... Kryptonite, où on va pas, comment dire, poke the dragon ou touche l'eau. Je fais quoi avec cette liste-là? Oui, hein? Je fais quoi avec la liste? C'est ça, on prend la liste de la base, mais il faut vérifier. La première fois, il faut qu'on vérifie ou confirmer. Parce que chaque liste, en politique, puis même, on va dire, ça se traduit aussi dans les firmes de marketing ou tout ce qui est lié pour les appels au pointage. Chaque liste devient quasiment mort après 2 ans. Puis ceux qui ont moins d'argent, ils ont moins d'argent pour avoir des nouvelles listes, les listes plus mises à jour. Puis c'est ça. C'est vraiment corriger toute la liste. Après ça, c'est rebâtir ou élargir la liste de 1, c'est ceux qui appellent, puis prendre... il y a vraiment le message, soit du doc, ou les gens plutôt haut placés dans la campagne, ou du Canada, quand il vient faire ses discours, pour dire aux gens de parler à 2, 3 de leurs amis. De convaincre, ou les amener au prochain discours, rally. C'est ça. 2, une grande... c'est une grande chose, c'est vraiment connaître c'est quoi les démographiques. On va dire le Parti républicain, ça c'est le NRA, ou on va dire les grandes églises dans certaines régions du pays. Fait que là, c'est le temps de segmenter. T'en parlais tantôt. Oui, là, c'est exactement. le temps de segmenter, d'identifier les poches de population. Parce que là, tu es capable de vraiment élargir ta liste. C'est une manière à dire ça, bien plus simplifié. Tu vas voir les leaders de ces groupes-là aussi. Oui, donner des discours à les grandes églises ou avoir l'appui des syndicats. Puis il y a les pompiers, il n'y a pas de syndicats vraiment, on va dire, col bleu aux États-Unis comme on l'a ici. Puis je te pose une question toute québécoise. C'est bien vu pour ces groupes-là d'appuyer ou de se montrer avec ces politiciens-là? Oui. Il n'y a pas de malaise. Mon Dieu, t'es avec un républicain ou un démocrate, puis tu sais, ses membres ont dû bien le prendre. Ou... Non, c'est inattendu. Comme les pompiers sont déjà derrière... ils l'ont pas appuyé encore, mais ils attendaient qu'ils annoncent. Les pompiers ils sont avec Biden. OK. Du New Hampshire. Oui. I guess. Non, national. OK, nationaux, hein, quand même. C'est pas dit encore, mais ils attendaient. C'est un grand ami de... les syndicats. Puis ça, c'est lié à un autre enjeu dans la campagne, dans n'importe quelle campagne, c'est tu as besoin au moins une grande voix ou au minimum 2 voix. Ils appellent ça the winning lanes, les voix gagnantes. Moi, j'appelle ça des chemins. Okay. Sauf que le mot en anglais est beau, les paths. J'anglicise. Non, mais il n'y a pas de problème, mais c'est très important. Puis j'ai toujours trouvé qu'au Québec, on n'en parlait pas beaucoup de ça. Non, j'ai jamais entendu ça vraiment ici. Non. Parce que ici, ça a changé durant la dernière élection provinciale. Où, le terrain, le landscape en anglais,
Joe Biden, il avait toujours... il était connu d'être Uncle Joe, Working Class Joe. Yep. L'homme il prenait toujours le Amtrak, le train, jusqu'au temps qu'il est devenu vice-président. Ben, OK, oui, il y avait la voie là. Il était capable de compter sur l'appui de beaucoup de syndicats, OK. des gens syndiqués. Mais il avait forcé la main de l'administration Obama aussi. Une erreur. Des fois, il parlait entre des boulettes ou les talking points en anglais, on dit. Puis, je pense que c'était une entrevue avec 2020 ou... OK. Je me souviens pas avec qui, mais il avait dit, oui, il croit que tout le monde aux États-Unis, dans la communauté LGBTQ, devrait avoir le droit de se marier, le mariage gay. Puis, à l'époque, c'était au début de l'administration Obama. Ouais. C'était pas... Non, Obama était flou, il faut y donner. Il avait transitionné, entre guillemets, je fais des air quotes, sur le sujet, mais au début, il était très flou là-dessus. Là. Ouais. Puis là, l'administration était forcée à prendre position. Puis il a vraiment gagné. C'est là qu'il y a eu sa deuxième voie, son deuxième chemin. Donc, c'est un autre démographique qui est ajouté à la liste. Puis ça, dans le fond, si je backtrack, dans le fond, je reviens à ce qu'on disait sur l'organisation. Donc, t'en parles parce que tu penses que c'est important dans toute organisation de se questionner. Donc, oui, on regarde l'électorat, on a notre liste, mais on regarde après qui compose notre terrain, là, que ce soit une circonscription, un État national, etc. Puis, on faut regarder quels sont les chemins possibles vers la victoire. Oui, puis c'est les gens qu'on a déjà dans notre coin pour pouvoir bénéficier, ou même dans les rencontres préliminaires avec le Canada ou le siècle du Canada. C'est souvent... Parce qu'il y a deux enjeux aux États-Unis surtout, c'est OK, pour bâtir la campagne, puis les grands postes, pour les remplir. Puis aussi, c'est identifier les grands donateurs d'argent. Parce que c'est un grand jeu d'argent, de money game. Puis si t'as pas... Quand t'annonces ou quand la campagne annonce... on va dire le Canada donne son discours en annonçant sa candidature. T'as besoin d'avoir, dans les premières 24 heures, ça démontre une bonne organisation. C'est qu'est-ce que t'as dans tes coffres. Puis on l'a remarqué avec Sanders, Joe Biden. Dès qu'ils ont annoncé, 24 heures après, on regardait l'argent qu'ils avaient amassé. Beto O'Rourke. Beto O'Rourke aussi. C'est un nom qu'on n'entend pas autant à ce moment, mais... donc, au début, oui. Et je comprends il faut comprendre que le système américain est différent qu'ici. Là, donc, les compagnies peuvent donner. Tu peux avoir des campagnes financées uniquement par les particuliers, mais avec des montants qui sont beaucoup plus astronomiques que notre $100 limite ici au Canada, au Québec. Des événements où il y a des repas où c'est 5 à 10 000 par personne. Qui ont dit pas de repas, pas de tête. C'est un autre jeu. Un autre univers. Hein? Oui. Complètement. Donc, OK. Fait qu'après ça, faut que je me trouve des listes de... En fait, cet argent-là, je le trouve où? Sur les listes de sympathisants? Il y a des listes de donateurs, des réseaux? Ça, c'est un autre poste. Souvent, il y a un poste clé, j'imagine. Qui... Vraiment, il y a des contacts. Dans la politique américaine, il y a souvent quelqu'un dans une campagne où le plus gros... Si on parle des grandes campagnes, c'est quelqu'un qui dirige tout un, je ne vais pas dire département, mais une partie de la campagne où ils ont des autres gens en dessous d'eux. C'est vraiment, il y a une grande pression pour faire des levées de fonds, faire du pointage aussi des grands donateurs. Puis ils ont des buts internes pour faire le but... comment on dit, quart de l'année, quarter. Ça se mesure vraiment. C'est un autre, on va dire, compétition parce que ça fait l'histoire. Dans les médias, ils parlent de ça autant que d'autres choses. Puis avant qu'on passe à un autre sujet, juste pour finir le thème de l'argent, est-ce que tu trouves que l'argent, toi, prend trop de place ou a trop d'influence dans la politique américaine? Oui, c'est sûr, c'est certain. Il y a des noms qui sont tellement connus, on peut les nommer, George Soros ou Buffett. les Koch brothers,
Qu'est-ce que tu dis? Warren Buffett. Ben, oui. Milliardaire C'est qui plutôt appuie avec les des démocrates. OBNL. Oui. En tout cas, C'est des gens soit qui créent ou fait des grands dons à des dons des millions à des organisations qui travaillent en parallèle des campagnes. Puis, officiellement, ils sont pas supposés se parler, les campagnes puis les organisations qui les travaillent. super PAC, Oui, les super PAC. Ça se fait. C'est pareil comme le monde de lobbying. c'est quand Trump demande à la Russie de trouver les courriels. Ils se parlent pas. Quand c'est dans un point de presse, ça se parle pas. Fait que j'ai mes listes, j'ai mon argent, qu'est-ce que je fais après? Il y a aussi que le côté quelqu'un pour gérer les médias. Oui, relation de presse. Oui, message. Quoi? Message. Messaging, c'est vraiment... dans les bons vieux temps, c'était vraiment avant l'Internet ou avant 2007-2009, ouais, où les médias sociaux, ils ont vraiment changé les choses. Et aussi, là, on peut voir c'est quoi les mots qui résonnent le plus. On peut même voir dans certains codes postales. Ouais. C'est vraiment une manière de faire du marketing vraiment bien pointé. Puis à l'époque, c'était vraiment juste un message. Un message. Il n'y avait pas de différents messages ciblés pour des différents électeurs ou régions comme ça se passe aujourd'hui. C'est vraiment... Aujourd'hui, c'est bien plus... C'est fait de manière intelligente et aussi avec l'aide de la technologie. Mais des fois, il y a une confusion avec ça, puis je veux avoir ton avis. Je comprends ce que tu dis quand tu dis qu'on peut peaufiner ou qu'on peut comme tester des mots, tout ça, jusque dans les codes postaux. Mais il reste que quand tu regardes, mettons, Bernie Sanders, tous ces messages, même déclinables, se rattachent toujours à peu près à la même idée du 1% contre 99%. Il y a comme un arc narratif qui est quand même toujours là. Mais il y a des candidats comme lui, mais c'est vraiment... Lui, il a toujours eu le même message. Philippe fait 12 ans, ça fait 16 ans. On peut trouver des vieux vidéos. C'est quasiment les mêmes discours. Oui. Oh. Mais au moins, il est authentique. Aimé là ou pas. Mais est-ce que tu serais, dans le fond, ouvert à un candidat qui a pas qui a un message à chaque audience puis qui a jamais le même message, dans le fond? Je pense, avec les discours, non, c'est beaucoup les mêmes discours, les mêmes mots. Ouais. Mais avec qu'est-ce qu'on voit en ligne, c'est bien plus pointé. Médias sociaux, sur les listes, ils voient où les gens habitent, où ils ont déjà des listes, les micro-listes. On va dire, qu'est-ce qu'ils vont dire à les gens, au courriel, à les gens qui habitent à l'entour de Burlington, Vermont. Ils vont pas te donner le même message qu'un à les gens à Alabama ou Brooklyn. Ça change pas l'idéologie du Canada, mais ils vont donner un différent morceau ou un différent point de la pizza ou un morceau de la différents tarte. angles de cette idéologie-là. Ouais. Intéressant. Passer le message. Est-ce qu'on est déjà vers la sortie de vote ou il y a d'autres choses importantes dans cette campagne qu'on est en train de bâtir ensemble? On a fait les listes, on a fait le financement, on a vu l'organisation, on a vu les messages. Il y a le côté terrain, ouais. où soit il y a les bénévolats ou des gens qui se fait les années début dans les campagnes, soit durant les années d'université, ou souvent des gens plus âgés qui vont faire ça. Des fois, c'est des gens qui aiment juste faire ça. Puis, c'est d'aller porte à porte, puis avec des listes et des questions prédéterminées, où ce qu'ils vont déterminer, où ils vont vérifier que les gens... la première étape, c'est vérifier les gens qui habitent toujours là, sur les listes. Ouais. C'est vérifier ils ont toujours les mêmes un point de vue, ou sont toujours, on va dire, des supporters. Oui. Sympathisants. Oui. Des fois, il y a des maisons, des gens qui votent sur des différents côtés. Ben, c'est vraiment pour identifier le côté, on va dire, solide ou
potentiels qui vont voter sur notre côté. Mhm. Puis là, c'est numérisé dans des numéros, 1 à 5. Vraiment dire, OK, on dit 1, ils vont jamais voter pour nous. 5, ils vont toujours voter pour nous. 4, fort probable qu'ils vont voter pour nous. Puis dans le milieu, OK, on va les contacter, continuer à les contacter d'aller pour les convertir. Oui. Ça, c'est différent du Québec. Ah oui. Généralement, on a un ou l'autre, on a adversaire sympathisant. Je pense tout nouveau ici. Il y en a qui commencent à l'installer. Oui. Puis là, c'est transféré. Il y a des autres gens qui travaillent juste, on va dire, au bureau, qui prennent les papiers-là, les résultats, si on veut, puis les mettre dans les bases de données. Puis là, c'est vraiment prendre qu'est-ce qui est arrivé sur le terrain, prendre les chiffres-là, puis les rentrer, que ça devienne utile dans une manière macro, de plus en plus macro pour l'analyse, mais dans une manière, dans des logiciels, on peut vraiment voir des parties de l'État ou voir des municipalités jusqu'à des arrondissements. Fait que ça met à jour tes listes, elle les valide comme tu disais au début. Puis tu vois des tendances, tu vois des qu'est-ce que tu découvres là-dessus? Des potentiels. Aussi, on voit comment qu'on doit changer le message plutôt dans certaines régions. Okay. Des fois, il y a peut-être une shop où, on va dire, il y a des parties. Je vais parler de Ontario pour une seconde. Il y a eu des grandes fermetures de, je pense, c'est Ford. Ben, on va dire, on change le message plutôt pour les gens qui ont perdu leurs emplois. D'être vraiment sympathique à qu'est-ce qui passe à leur vie quotidienne. Puis de plus en plus, c'est comme je sais pas, soit un bébé. C'est la base de données, ça se nourrit, ça devient de plus en plus pas efficace, je veux dire accurate. Ça se précise de plus en plus. Oui. Puis on est plus capable à dire... c'est bien plus capable à dire quelle stratégie qu'on va prendre. Fait que j'accumule ces données-là, elles sont de plus en plus de qualité. Je fais quoi avec ça, ultimement? Je dis, on peut voir dans quelle circonscription on doit se concentrer ou lesquelles sont déjà peut-être perdues ou là, on les classifie dans quelles sont nos priorités. Puis tout dépend où on se trouve dans les sondages. Là, si ça va très bien, on revient à des régions qu'on peut gagner, qu'on pensait pas peut-être pouvoir gagner avant. Puis plus tard, c'est une manière à vraiment remplir les salles quand le Canada vient pour donner des discours. Là, ça paraît bien beau. C'est une belle image pour les médias. Puis en même temps, ça donne l'énergie aux électeurs. Puis là, les électeurs parlent à leurs collègues, leurs familles, leurs voisins. Puis là, ça donne l'effet de boule de neige. Puis vraiment, si on parle des derniers aux États, ça dure plus qu'un an pour la présidentielle, mais les derniers mois, de donner l'énergie à la base, puis finalement sortir le vote. Puis comment on sort le vote? Sortir le vote, c'est vraiment les gens qui retournent à les maisons de nos sympathisants. OK, mais ça, c'est un peu important parce qu'au Québec, on appelle les gens. Là, tu dis que les gens retournent physiquement aux maisons? Oui, c'est vraiment prendre soin de notre clientèle. C'est quasiment comme un business parce que c'est une manière de bien traiter les gens qui appuient notre cause ou leur cause parce que c'est la grande différence. C'est leur cause parce que la grande différence le message au Québec, c'est vraiment pour longtemps, on s'est parlé de ça la dernière fois, c'est de convaincre les gens. Toujours, peu importe quel parti, c'est de convaincre les gens. Là-bas, c'est vraiment, ils parlent de oui, us, nous,
notre cause, on va faire ça ensemble. C'est une manière, le discours, si on a l'image de le discours, c'est bien souvent les gens dans la salle s'assoient alentour, on va dire les town hall meetings, ils s'assoient alentour, c'est pas juste quelqu'un qui parle en haut devant eux, c'est les candidats parlent dans une manière où on est tous investis dans la même cause. Puis les candidats parlent de sortir le vote, d'aller chercher tes voisins, chercher les indécidés. Ouais. Puis c'est un grand effort parce que les candidats parlent, dans le discours, ils parlent d'une manière comme eux, ils font le travail, c'est comme eux, ils feraient le travail avec les gens de la campagne. Ils sont Et bien au souvent, centre. on va voir des images où ils vont être sur le téléphone, puis ils vont vraiment appeler des électeurs. Ils sont au centre de leur communauté. Oui. Ils font partie de la communauté. Oui, c'est une bonne manière de dire ça. Puis c'est pour la communauté, c'est la communauté qui fait le choix, finalement. Oui. Les gens ont un sentiment que c'est leur campagne. Mhm. C'est pas la campagne de tel et tel Ouais, candidat. ouais. C'est important. Je pense c'est une grande différence, surtout dans le monde, dans les années récentes, où les gens sont juste tannés. Cynique. Cyniques de la politique, sont tannés, c'est la classe bourgeoisie, c'est un autre monde, on va jamais, c'est eux et nous. Ouais, ça c'est un discours qui manque, je pense. C'est une grande différence de la politique aux États-Unis et ici, même si c'est pas trop bon aux États-Unis. On va s'attendre. Je pense qu'on a vécu un beau moment là, mais je vais te sortir de la bulle 2 secondes. Donc, tu dis que les bénévoles vont prendre soin de leur monde aux portes, puis ils vont leur faire sortir pour leur dire « Sortez voter ». Ben, si on parle des bénévolat, Ouais. toujours, on va dire, comme bénévolat, tu vas va te donner de tes heures, on dit, la campagne, ben, il va toujours avoir des repas. Il y a des snacks, mais c'est vraiment une manière de prendre soin des gens. Ouais. Puis en même temps, c'est perçu comme être un privilège aussi. De faire du bénévolat? Ouais. Comment ça? Ben, C'est pas bien perçu ici. C'est vu comme un fardeau. c'est bien souvent il y a deux différents de bénévolat. Il y a les gens qui font ça soit durant les années d'université ou qui viennent commencer tremper les pieds dans la politique. Puis ils aimeraient avoir un rôle dans la campagne, payer, puis c'est ça, c'est leurs entrées. Puis les autres gens qui ils voient que c'est un candidat ou une candidate qui voient qu'ils croient vraiment à la cause de la campagne, les discours que le candidat et la candidate donnent. Donc, ils vont aller travailler pour leur faire cause. partie de le moment de l'histoire. Fait que s'impliquer, c'est un moyen concret de participer à l'avènement de leur cause. Oui. Oui. Et faire partie de l'histoire, de voir cette personne. Mais c'est ça l'affaire, c'est parce que les Américains, vous arrêtez pas de dire que chaque élection est historique, là. Fait qu'à un moment donné, chaque élection est historique. Ah oui, c'est traumatisé. On devrait... Il n'y a pas de West Wing canadien. C'est ça. Ouais. Fait que, je pense que ça fait le tour de tout le processus électoral. Avais-tu une dernière leçon à nous laisser, quelque chose qui te tient à cœur dans l'organisation politique? Je pense... au début ou à la base, c'est des messages optimistes. OK. Les gens sont fatigués, sont tannés d'être contre des enjeux ou contre... c'est bien plus facile à travailler. C'est les moments c'est bien plus
facile à mobiliser les gens pour quelque chose que contre quelque chose. On va dire, dans les années 1960, c'était les droits civils. C'est donner le sentiment aux bénévoles, ou les gens qui viennent voir le candidat ou la candidate, qui font partie, c'est leur cause. C'est vraiment, en anglais, c'est the bottom line. C'est vraiment, ça fait une grande différence. Les gens veulent être là. Mais l'organisation, je pense, c'est de valoriser les talents, puis valoriser les bonnes idées quand on les voit. En même temps, ça peut être amener des gens des différents côtés, des contrées contraires, qui vont travailler ensemble si c'est pour travailler pour quelque chose historique. Historique, c'est quoi? Oui, je pense qu'on a le titre de l'épisode. Historique. Les paroles, donc, mon côté américain. C'est une belle manière de conclure la rencontre. Merci Rémi Francoeur pour ta rencontre et l'entrevue aux engagés publics. Merci. À la prochaine. Et voilà, c'était notre entrevue avec l'organisateur américain Rémi Francoeur. J'espère que vous avez aimé cette première expérience dans le monde de l'organisation politique. On va parler encore davantage de terrain dans les prochains mois. Je vous réinvite, si jamais vous voulez mettre la main à la pâte, participer avec nous, explorer les possibilités avec les engagés publics et l'organisation politique, l'organisation de terrain. Écrivez-nous à info@engagépublic.com. Sinon, comme on vous dit toujours, engagez-vous. Allez visiter notre site web engagépublic.com. Abonnez-vous à notre page Facebook, Twitter et YouTube. Évidemment, suivez-nous sur notre compte SoundCloud, Google Play, iTunes et Spotify. Et comme on vous le dit toujours, à la semaine prochaine.